Si encore. On a un duo pour la société Aliae avec Philippe Jolivet qui est le CEO et Anna Lietnikova qui est ingénieure de recherche. Alors bonjour à tous et à toutes. Déjà un grand merci à Christelle et à Alice pour cette invitation et nous laisser l'opportunité, Anna et moi, de vous présenter des cas d'usage en NLP qui sont appliqués donc là au système de dialogue en santé. Et donc chez Aliae, qu'est-ce qu'on fait? Nous développons des IA conversationnels, des chatbots en bon français, qui vont suivre des patients entre deux rendez-vous médicaux, qui vont suivre notamment l'évolution de leurs symptômes et de leur qualité de vie une fois que le diagnostic a été posé. Donc on opère dans différentes pathologies, la douleur chronique, la santé mentale, les maladies inflammatoires. Alors à chaque fois, nous sommes dans des programmes, inscrits dans des programmes de recherche. Nous, on est une équipe tech et on travaille en collaboration, en étroite collaboration avec des services, différents services médicaux, donc toujours encadrés, notamment à travers différents CHU à travers la France. Alors je dirais pour illustrer et pour représenter un peu de façon extrêmement schématique des différents cas d'usage auxquels on est confronté, et auxquels on a été confronté, comme on est toujours confronté, on peut représenter ça sur deux axes. Donc là, avec en abscisse la complexité de la situation et le niveau d'écoute. Et donc très concrètement, un exemple de dépistage de l'insomnie, on va être sur un cas avec one shot, on n'est même pas forcément sur les patients, on est en population générale, et là on va être sur un cas où on sera sur un mode de fonctionnement qui est assez proche d'un questionnaire. Ensuite, on monte un petit peu en complexité, et notamment avec le suivi post-opératoire, où on va introduire un niveau d'écoute supérieur également par de la réassurance conversationnelle. Et ensuite, là, on rentre vraiment, si on pousse encore, et on rentre dans le champ de toutes les maladies chroniques, là, qui vont nécessiter un suivi régulier du patient et des interactions régulières, fréquentes, et dans le temps, de façon longitudinale, donc de quelques semaines et quelques mois, voire quelques années, et qui vont nous confronter à des cas différents à gérer au sein d'un même projet. Et on a aussi des enjeux de rétention de patients, évidemment, quand on parle de plusieurs mois de suivi. Voilà. Et puis, si on pousse, alors ça rejoint la présentation précédente, mais effectivement, sur les cas les plus complexes à gérer, effectivement, en santé mentale, où on a beaucoup de symptômes, comme disait Rachid. On a également, en termes de niveau d'écoute, on fait appel à différentes techniques, notamment de reformulation, de validation émotionnelle. On fait appel aussi à de l'empathie. Et donc là, des cas effectivement assez complexes à gérer, et notamment également à gérer un niveau de sévérité qu'on n'a pas forcément dans d'autres pathologies. Alors pour faire le lien, entre donc le point de connexion en fait entre ces différents cas d'usage et le système de dialogue qu'on a développé. Donc on a développé un système de dialogue, Anna va y revenir, qui s'appelle le Combot, qui est et qui permet justement d'adresser un certain nombre de cas d'usage. On doit définir, en fait, ça passe, en tout cas, ce lien, il est fait par le biais de stratégies conversationnelles qu'on doit encadrer, et qui nous permet d'encadrer les conversations, en tout cas, et donc on se pose des questions au tout début de projet, à chaque début de projet avec les équipes médicales, dans le cahier des charges. Par exemple, est-ce qu'il faut approfondir des sujets liés à la pathologie ou basculer vers d'autres sujets? Donc là, typiquement, dans la douleur chronique, est-ce que c'est la bonne stratégie d'aller poser tous les jours la question aux patients douloureux chroniques du niveau de sa douleur ou comment ça va sa douleur, au risque d'aggraver la pathologie? Pas sûr. De la même façon, pour les patients anxieux, là aussi, il y a des stratégies un peu plus indirectes qu'on peut appliquer. Est-ce qu'il faut se concentrer sur un sujet en particulier ou laisser le patient choisir la priorité? Quel sujet à prioriser quand on demande, par exemple, à un patient? Il y a des patients qui vont nous donner une liste complète en une seule fois de l'ensemble de leurs symptômes. Là, quels sont les sujets à prioriser, etc., etc.
Et entre toutes ces questions, il y a quelque chose en commun, c'est les sujets. Donc, il faut détecter le sujet. Nous sommes capables à ce moment de détecter presque 300 de sujets qui sont organisés en taxonomie. Et pour chaque projet, on choisit les sujets un peu différents. Parce que des fois, c'est important de bien distinguer tous les symptômes digestifs. Et des fois, non. Des fois, c'est important de comprendre les différences entre les fatigues et l'épuisement. Et des fois, non. Donc, on performe la classification hiérarchique multilabel, fondée pas que sur les embeddings, mais aussi sur les concepts. Et nous stockons nos données dans les bases vectorielles qui nous permettent aussi de bien traiter les exceptions. Parce que pas mal, c'est plutôt bien, et pas bien, c'est plutôt mal. Et si je ne veux pas dormir, peut-être c'est l'excitation. Et si je n'arrive pas à dormir, ça, c'est plutôt l'insomnie. Et notre base de données est mise à jour en continu grâce à l'apprentissage actif avec les LLM. Et ça nous permet aussi de tester plusieurs modèles, même s'ils sont un peu trop longs et trop lourds pour les productions, mais qui peut être un peu plus performants. Donc, dès qu'on a les stratégies et les sujets, on peut composer la police qui va décider l'action suivante de notre système. Et en fait, on n'a pas besoin de décider tous les comportements possibles. On a besoin juste de décider c'est quoi les cas importants et quel comportement on veut avoir dans ces cas. Et pour nous, c'est important que les comportements du système de dialogue ils restent stables, prévisibles et transparents. Donc, c'est que nous sommes capables de expliquer de bout à bout. Et nos polices sont assez faciles à construire. Par exemple, ici, l'exemple de suivi post-opératoire. D'abord, il faut surtout assurer l'absence ou la présence de 3 symptômes, diarrhée, constipation, douleur. Et après, on peut passer aux symptômes physiques ou les autres sujets. L'autre exemple, c'est santé mentale. Ici, tout d'abord, il faut créer le lien avec les sujets positifs. Après, on peut passer à le sujet de PHQ-9 et après les autres sujets ou ouvrir la porte gentiment avec le sujet, le sommeil ou nourriture ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, si le patient va envoyer le même message, mais dans le cadre de 2 projets différents, les réponses seront différentes grâce à nos polices. Par exemple, si c'est le suivi post-opératoire et les patients se plaignent de problèmes de concentration, on va quand même poser les questions sur les douleurs parce qu'il y a 3 symptômes à vérifier. Mais si c'est le projet de santé mentale, en fait, on va rester sur ce sujet parce que concentration, fait partie du sujet de PHQ-9. Et derrière chaque notre réponse, il y a plusieurs candidats soit pour choisir le meilleur, soit pour les fusionner dans une seule réponse. Et chaque candidat est généré par les bots différents. Donc ici, on arrive à la définition de notre assemblage de bots, qui s'appelle Combot, qui a été débuté en 2021 avec ce papier. Et maintenant, c'est un grand système avec beaucoup de modules et procédures qui a évolué. Donc, il a les modèles génératifs avec ces belles capacités d'ajuster à toutes les situations différentes, au contexte du patient. Et souvent, c'est les modèles génératifs qui apportent le soutien émotionnel. Après, nous avons aussi les modèles extractifs qui nous permettent d'assurer les formulations exactes créées par les psychologues pour les sujets sensibles. Aussi, souvent, pour chaque projet, il y a les listes de questions qu'il faut surtout poser. Par exemple, les questions très directes sur le fonctionnement digestif, il peut être complètement normal pour la détection de poussées inflammatoires, mais ils seront trop invasifs pour les autres projets. Et à la fin, nous avons un système de règles qui permet de gérer les cas spécifiques. Parce que, par exemple, si le patient partage ses pensées suicidaires et l'état dépressif, on peut retirer tous les autres bots et assurer le flux conversationnel 100% contrôlé. Par contre, si le patient voudrait discuter son traitement ou de ses médicaments, en fait, on peut dire que je te comprends, mais tu peux poser ces questions à ton médecin. Chaque bot permet les niveaux de contrôle et de diversité différents et pour chaque projet, on peut décider l'assemblage de bots qui va correspondre aux attentes du client. Et l'étape finale, c'est validation des candidats. Donc, il y a plusieurs critères à vérifier. Et tout d'abord, est-ce que le sujet est bon?
Pour les modèles expressifs, des traits calmes et des traits agités, c'est pas trop loin sémantiquement, mais en fait, c'est la transition très brutale, donc c'est rejet. Après, les modèles peuvent se répéter et poser les questions qui étaient déjà répondues. Rejet. Les modèles génératifs, il peut être un peu trop sympathique et en fait, ça va plutôt aggraver la situation que la soulager. Donc, ça, c'est rejet aussi. Des fois, les modèles génératifs, ils peuvent être aussi trop coopératifs et par exemple, proposer un autre médicament. Ça, c'est non. Rejet. Et à la fin, des fois, il y a les petites hallucinations et il faut vérifier la contradiction. En fait, si le patient dit « je me sens bien aujourd'hui », il ne faut pas créer les problèmes. Donc, c'est rejet aussi. Et on assure les vérifications de tous ces critères par les modèles différents. En fait, nous avons aussi l'approche hybride qui permet de trouver l'équilibre entre la vitesse et la précision. Alors oui, donc là, c'est les différentes étapes clés hein, à chaque fois qu'on aborde un nouveau projet qui ont été résumées et vues par Anna. Peut-être un dernier point concernant effectivement, derrière, une fois qu'on a mis au point, paramétré et entraîné les modèles, on passe par des étapes, des phases de test assez importantes. On a développé pour ça des bibliothèques de patients fictifs à partir desquels on va simuler, lancer des dialogues simulés qui vont nous permettre de mettre en situation le chatbot dans un certain nombre de variétés de différentes situations et de corriger petit à petit son comportement pour aller le calibrer de la bonne façon et arriver au comportement attendu. Voilà, et puis pour finir, là, c'est juste un extract de différents témoignages patients dont vous pouvez prendre connaissance et nous sommes à votre disposition pour des questions que vous pourriez avoir.